Il existe un nombre infini de planètes. Ces planètes sont toujours regroupées en systèmes, eux-mêmes regroupés en systèmes plus vastes, qui sont, eux aussi, regroupés en systèmes encore plus vastes. Mais aujourd'hui, un seul de ces systèmes abrite la vie, le nôtre, le système solaire. Bonjour, moi c'est World Astronome, votre youtubeur astro, et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors embarquez pour un fabuleux voyage et partons à la découverte de l'histoire de notre système solaire. Commençons notre voyage il y a environ 4,6 milliards d'années. La Voie lactée, alors âgée de quelques 9 milliards d'années, vogue paisiblement dans l'univers. Zoomons un peu, et concentrons-nous sur le bras d'Orion. On y retrouve une nébuleuse, nuage de gaz et de poussière, lieu de naissance des étoiles. Mais pour mieux comprendre la suite des événements, une nébuleuse, c'est quoi exactement ? Eh bien, lorsqu'une étoile massivement grande vient à manquer d'énergie, elle peut se transformer et exploser en supernova. La supernova est d'ailleurs l'un des événements les plus destructeurs de l'univers. La puissance de l'explosion équivaut à environ 10 puissance 45 joules. Pour vous donner un ordre d'idée, la Tsar Bomba, la plus puissante bombe nucléaire jamais explosée, avait une puissance de 4 x 10 puissance 26 joules. Une supernova est donc environ 2,5 x 10 puissance 18 fois plus puissante que la Tsar Bomba. À la suite de l'explosion, les couches extérieures de l'étoile sont projetées, ce qui libéra les poussières et les gaz. Sous l'effet de la gravité, les poussières et gaz alors condensent en nuage qui deviendra une nébuleuse. C'est dans ce nuage qui résulte de la mort d'une étoile que peuvent naître d'autres étoiles. En effet, des zones de haute pression peuvent apparaître, favorisant l'attraction des gaz et poussières. Lorsque les conditions sont optimales, une nouvelle étoile se crée, complétant alors le cycle. Mais revenons à notre bras d'Orion. La nébuleuse qui nous intéresse, que l'on appelle nébuleuse solaire, subit alors un événement bien connu de l'univers, un effondrement gravitationnel. Sous l'effet de sa propre attraction gravitationnelle, la nébuleuse s'est alors effondrée sur elle-même, elle s'est contractée. Cet effondrement a alors provoqué un mouvement de rotation. De cette rotation est née, grâce à la concentration de la masse en son centre, ce qui deviendra par la suite notre Soleil. La température au sein de ce proto-soleil va alors augmenter. Une fois que le cœur a atteint environ 15 millions de degrés, la réaction de fusion nucléaire de l'hydrogène commence. La proto-étoile devient alors une véritable étoile, c'est la naissance de notre Soleil. Ce nouveau soleil a alors émis un puissant vent solaire, projetant des poussières et des gaz aux extrémités du système. Mais avant de continuer, laissez-moi vous donner quelques chiffres. La Terre reçoit tous les jours près de 100 tonnes de matière météorite par jour. Parmi ces 100 tonnes, environ 17 météorites atteignent la surface, qui finissent dans des zones inhabitées ou dans les océans, qui représentent près de 70% de la surface. Ces dernières sont d'ailleurs généralement de petite taille. La dernière météorite ayant causé de réels dégâts est tombée en 2013 en Russie. Lourd de 20 mètres et pesant environ 13 000 tonnes, il a explosé à 30 km d'altitude. L'énergie libérée lors de l'explosion était d'environ 500 kilotonnes, soit à peu près la puissance de 30 bombes Hiroshima. Le fait que l'explosion ait eu lieu en hauteur a grandement limité les dégâts, malgré le fait que l'événement a endommagé des bâtiments et soufflé les fenêtres sur plusieurs dizaines de kilomètres de diamètre, blessant près de 1500 personnes. Quant aux météorites, ayant des conséquences potentiellement catastrophiques, la dernière de ce genre vous la connaissez, et c'est tout simplement celle qui a mis fin au règne des dinosaures il y a 66 millions d'années. Pour récapituler, tout astre est continuellement bombardé par les météorites, et malgré les statistiques, leur taille et leur fréquence restent aléatoires et peut dépendre de plusieurs facteurs. En théorie, Mars et Jupiter sont plus à même de se retrouver sous la chute d'une de ces pierres de l'espace, étant donné que ces deux astres se trouvent être séparés par la ceinture d'astéroïdes. Et malgré le côté aléatoire, la Terre a ses propres statistiques, et on constate que la fréquence dépend de la taille. Les météorites entre 10 et 50 mètres, capables de causer des dégâts matériels, ont une fréquence de 50 à 100 ans. Les météorites de 140 mètres, capables de détruire une ville ou une région, tombent tous les 10 000 ans. Et les météorites capables d'avoir des conséquences sur le climat ou d'amener à de potentielles extinctions ont une taille autour des 1 km et tombent tous les 500 000 ans à 1 million d'années. Quant aux météorites, comme celles des dinosaures de 10 km ou plus, elles ne tombent que tous les 50 à 100 millions d'années, et heureusement pour nous. Mais alors, pourquoi je vous raconte tout ça ? Avec ces statistiques appliquées sur des millions d'années, on se rend compte que la Terre est la visite d'innombrables roches stellaires. Alors imaginez il y a 9 milliards d'années, en mêlant ces statistiques à la gravité naissante du Soleil. C'est la naissance des planétésimaux. À force de collision, les poussières s'accumulent et commencent à grossir, jusqu'à donner les prémices de nos planètes. Ces planétésimaux vont alors grossir jusqu'à donner des embryons de planètes, puis nos planètes ont vu le jour. Le système solaire s'est alors découpé en plusieurs parties. Les astres proches du Soleil se retrouvent sous des hautes températures. Cette température hautement élevée empêche la condensation d'éléments volatiles comme l'eau et le méthane. Seuls les éléments plus lourds comme les silicates ou les métaux ont pu y parvenir. 4 planètes principalement rocheuses ont pu alors se former: Mercure, Vénus, la Terre et Mars.
Mercure, la plus proche du Soleil, petite et dense, probablement formée à la suite de violentes collisions. Vénus, elle, de taille relativement similaire à la Terre, est entourée d'une atmosphère riche en dioxyde de carbone, créant ainsi un important effet de serre. La Terre, seule planète connue abritant la vie grâce à sa position favorable aux bonnes températures et au maintien de l'eau à sa surface. Mars, la dernière planète tellurique, est plus petite et a sans doute contenu de l'eau par le passé. Après les 4 premières planètes vient la Saturne d'astéroïdes, formée de petits corps rocheux et métalliques. À cause de la proximité de Jupiter et ses perturbations gravitationnelles, ces roches n'ont pas pu former d'astres. Ces roches sont d'ailleurs des vestiges des prémices de notre système. Passé cette ceinture, on y retrouve les 4 autres planètes, cette fois gazeuses. L'éloignement considérable du Soleil et donc les températures plus basses permet la condensation de gaz légers tels que l'hydrogène ou l'hélium. Ces planètes, plus grosses que les telluriques, se retrouvent alors composées majoritairement de gaz, à l'exception du noyau, composé de glace et de roches, plus ou moins massifs. Nous avons donc Jupiter, composé essentiellement d'hydrogène et d'hélium, est la plus grosse planète du système solaire. Vient ensuite Saturne, connue pour ses majestueux anneaux composés de poussière et de glace. Uranus, elle, connue pour son inclinaison axiale extrême, mais aussi pour sa couleur bleue, résultat d'une atmosphère riche en méthane. Enfin vient Neptune, la plus éloignée du système, elle aussi d'une teinte bleue à cause du méthane atmosphérique. Encore plus éloignée du système, on y retrouve la ceinture de Kuiper. Cette zone, en périphérie du système solaire, est composée de corps glacés, de planètes naines telles que Pluton, et de nombreux objets dits transnepténiens. Encore plus loin, on suppose l'existence du nuage d'Oort, qui serait une sphère hypothétique de comète. Cette sphère s'étendrait jusqu'aux confins de notre système, c'est-à-dire jusqu'à la limite gravitationnelle du Soleil. Cette limite se trouverait à environ une année-lumière du Soleil, soit environ 9461 milliards de kilomètres. Mais comme on dit, Rome ne s'est pas faite en un jour, alors imaginez notre système solaire. Et tout du long de sa formation, on dénombre pas moins de 4 événements majeurs qui ont façonné notre monde. Et pour commencer, nous avons le grand bombardement, qui a lieu entre 600 et 700 millions d'années après la création du système solaire. Les astres se retrouvent alors pris pour cible par de nombreux corps tels que les météorites ou des comètes. Cet événement a eu des retombées parfois positives, parfois moins. On lui doit notamment les cratères sur la Lune, mais il a fourni plus d'eau et d'éléments volatiles à la Terre. Sans ça, la vie n'aurait peut-être pas pu se développer. Autre événement qui a contribué cette fois à la disposition de notre système, c'est la stabilisation des orbites. Les interférences gravitationnelles ont au cours du temps modifié les orbites de nos planètes jusqu'à ce qu'elles atteignent celles que l'on connaît aujourd'hui. Certainement le fait le plus marquant est l'apparition de la vie, qui s'est effectuée sur Terre il y a entre 3,5 et 4 milliards d'années. De la forme à la vie la plus simple, cette apparition a changé la surface de la Terre jusqu'à donner notre civilisation actuelle. Mais si le quatrième événement ne s'est pas encore produit, il redéfinira à coup sûr le système solaire au complet. Lorsque notre Soleil aura épuisé ses réserves d'hydrogène, d'ici 5 milliards d'années, il commencera à grossir jusqu'à engloutir Mercure, puis Vénus, puis la Terre. Il deviendra ensuite progressivement une naine blanche en expulsant ses couches externes. Il se retrouvera alors entouré d'une nébuleuse planétaire, comme au commencement. Petite info bonus, à l'heure actuelle, aucune étoile connue n'a dépassé le stade de naine blanche, mais une théorie veut que les étoiles en état de mort thermique, donc après avoir dépensé l'entièreté de son énergie, se transformeraient en étoiles noires. C'est une théorie sur la fin possible de l'univers dont je parlerai dans une future vidéo. Ceci conclut notre voyage au sein même de notre histoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Je vous mets tous mes réseaux en description et moi je vous dis à bientôt pour un prochain voyage au sein de notre univers.